grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Du président de la République Issoufou Mahamadou en Algérie, une visite qui a pour objectif de redynamiser les relations entre les deux pays. Précision dans ce journal. La maison de la presse a déposé plainte contre X hier pour exécution d'ordres manifestement illégaux et cela fait suite aux violences sur les hommes des médias lors des manifestations anti-Charlie et celles de l'opposition. Analyser la situation sociopolitique du pays née des récents événements survenus à Niamey à l'intérieur du pays, objet d'une déclaration de l'AJRN, le MJDD et le FJP. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information. Je le disais tantôt dans les titres, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a entamé dimanche une visite d'État de 3 jours en Algérie. Il s'est entretenu hier avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Quelle signification peut-on donner à cette visite? Commentaire Moudi Moussa. La visite rentre dans la consolidation des relations séculaires de fraternité, d'amitié, de solidarité et de bon voisinage qui existent entre Niamey et Alger. Outre les relations bilatérales, les deux parties se sont penchées sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment le règlement des crises du Nord Mali et de la Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier dans l'espace sahélo-saharien. Bien qu'Alger et Niamey privilégient l'option du dialogue, les points de vue sont convergents quant au règlement des répercussions négatives de la crise libyenne de la zone sahélo-saharienne. Nous avons convenu de mobiliser et mutualiser nos capacités opérationnelles et de renseignement pour faire face aux menaces terroristes et organisations criminelles, a déclaré à la presse le président Issoufou à l'issue d'un entretien avec Abdelaziz Bouteflika. Même si peu de détails ont filtré les questions cruciales comme la sécurité, il demeure que le Niger a en revanche clairement demandé à l'Algérie de rouvrir sa frontière fermée depuis l'opération française Serval au Mali début 2013. Aujourd'hui, le passage est autorisé une fois par mois, un véritable frein pour le commerce transfrontalier, disent les Nigériens. Alger a promis de réfléchir à une ouverture plus fréquente. Enfin, Issoufou Mahamadou et ses interlocuteurs ont aussi prévu de renforcer leur coopération en matière d'enseignement et d'énergie. Niamey s'est notamment engagé à renouveler un des permis de recherche expiré du groupe pétrolier Sonatrach au nord du Niger. Parallèlement, la première dame présidente de la fondation Tatali Yali Malika Issoufou a eu des échanges avec la présidente du Croissant Rouge algérien Saïda Benabil. Les deux dames ont convenu de lancer un partenariat dans le domaine de la solidarité. Le commentaire est signé Youssouf Oumar. Malika et Saïda ont décidé de procéder prochainement à la signature d'une convention de partenariat dans le domaine de solidarité et du travail humanitaire. Ce partenariat a pour objectif, selon Madame Benabil, de concrétiser l'opération de lancement de micro-projets au profit de la population du Niger, ajoutant que le CRA n'a pas les moyens de financer ces micro-projets, mais reste disposé à apporter son appui technique et à accompagner les bénéficiaires en se basant sur l'expérience algérienne dans le domaine de soutien à l'emploi. Par ailleurs, Madame Benabil a annoncé que le CRA prévoit d'accorder une aide financière symbolique aux familles des victimes nigériennes décédées lors d'un accident de la circulation routière survenu le 14 décembre dernier au niveau de la wilaya de Gardaya. Concernant l'opération de rapatriement des déplacés nigériens, Madame Benabil a relevé que cette opération se fait selon les normes internationales en assurant notamment une prise en charge médicale et psychologique à ces déplacés. D'autre part, Madame Benabil a indiqué que 571 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments seront acheminées au profit des réfugiés nigériens qui se trouvent au Niger, en réponse à une demande du gouvernement nigérien précisant que cette opération était déjà en cours. Pour sa part,
La première dame du Niger a souligné que les micro-projets doivent être destinés spécialement aux femmes nigériennes pour y stabiliser la famille. Sur un tout autre plan, suite à la décision de justice qui stipule que Amazada et ses camarades n'ont pas le droit d'ester en justice, le président de la section MNSD Nassara, qui a été désigné, celui-ci a animé hier un point de presse objectif, donné des précisions sur la situation ayant conduit à cette décision de justice. Amazada, que je vous invite à suivre. Cette deuxième décision fait suite à un appel qu'ils ont interjeté au niveau de la cour d'appel de Niamey. Et qui dit la décision du juge? Le juge a dit que M. Zada Mahamadou, M. Bagi Halidou et M. Beledou n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Vous comprenez bien? Zada Mahamadou, Bagi Halidou et Beledou n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Ce n'est pas faux. En fait, nous avons esté en justice en tant que président de coordination. Et selon les textes du MNSD, avant le congrès, il n'y a que le secrétaire général qui est en justice. Une coordination n'a pas de personnalité juridique. Donc il y a déjà un vice à la forme. Donc il n'a pas dit que nous ne sommes pas militants du MNSD, il n'a pas dit que nous ne sommes pas présidents de coordination, parce que ça c'est une affaire interne au parti. Le juge a jugé selon la forme. À la forme, les toits n'ont pas qualité. Donc, pour avoir la qualité, il faut remplir les conditions. C'est tout. Et d'ailleurs, en partie magazine de cette édition. Rendez-vous donc en fin d'édition. Ça y est, c'est fait. La maison de la presse a donc déposé hier sa plainte contre X pour exécution d'ordres manifestement illégaux lors des dernières manifestations anti-Charlie et celles de l'opposition. Une plainte diversement appréciée par les journalistes. C'est ce que nous rapportent en tout cas Youssoufa Omar et Idrissa Mahamad dans ce reportage. Intrusion sans mandat dans des organes de presse, lynchage sauvage, arrestation arbitraire des journalistes. Ce sont ces actes qui ont offusqué les organisations socio-professionnelles membres de la maison de la presse. Actes exercés par les forces de l'ordre sur les journalistes à plusieurs reprises. Qui donne ces ordres et à quelle fin? C'est la réponse que la maison de la presse veut trouver en déposant cette plainte contre X pour exécution d'ordres manifestement illégaux au tribunal de grande instance en classe de Niamey. Le bureau du procureur a reçu la plainte, elle a été déchargée. Nous avons confiance à la justice nigérienne et nous pensons qu'une suite sera donnée à cette plainte pour que plus jamais la presse nigérienne ne soit victime d'un tel acte aussi irresponsable et aussi condamnable. Vraisemblablement, la maison de la presse est décidée d'aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Elle bénéficie du soutien et des encouragements des journalistes. La maison de la presse est à saluer pour ce geste, pour cette initiative. Ce n'est pas aujourd'hui que des journalistes aient été agressés dans l'exercice de leur travail de journalistes, et surtout par des forces de défense et de sécurité qui doivent d'abord protéger les journalistes dans l'exercice de leur travail. C'est tout le contraire qu'on voit. Je salue l'initiative parce que c'est une initiative proprement républicaine dans un état de droit. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, de se tourner vers les tribunaux. C'est ce que la maison de la presse a fait. Mais ce ne sont pas tous les journalistes qui sont tout à fait d'accord avec ce dépôt de plainte. Nous avons toujours été victimes de certaines agressions, tant par certains militants, même des partis politiques, que par les forces de l'ordre eux-mêmes. C'est des situations que nous avons toujours décrites et déplorées. Les forces de l'ordre, ce sont nos frères. Nous sommes tous des Nigériens. Il y a eu des abus. Il faut avoir un cœur de pardon. Il faut qu'on se pardonne et puis qu'on regarde demain, comme on le dit, à langue. Moi, je pense, à mon avis, qu'il est du bon droit que les organisations socio-professionnelles et de la maison de la presse portent plainte contre X. Effectivement,
vous dites à l'immeuble Bonferré. À l'immeuble, l'immeuble Bonferré abrite seul la radio et télévision Bonferré? Non. Au sein dans cet immeuble, il y a effectivement des personnes. Il y a d'autres personnes qui habitent dans cet immeuble-là. Vous pouvez retrouver des gens, après avoir fait des casses, se retrouvent dans cet immeuble-là. Moi, je ne suis pas d'accord de cette lecture trop passive de certains le comprennent. L'affaire est désormais pendante à la justice. Certainement, X sera dévoilé. D'avance, disons qu'avec cette violence que se donne le plaisir de décharger les forces de l'ordre sur les journalistes, la liberté de la presse prendra encore un coup au Niger. Trois structures des jeunes, à savoir la JRN, le MJDD et le FJP, ont rendu public cet après-midi une déclaration. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation socio-politique du pays née des récents événements survenus à Niamey et dans certaines localités de notre pays du 16 au 18 janvier dernier. Un extrait de cette déclaration avec Nassirou Moukela. Après analyse, la JRN, les MJDD et les FJP rendent la déclaration dans la teneur suite. Condamne vivement les violences étrangères aux mœurs nigériennes exercées sur certains lieux de culte de certaines confessions et les commerces des contribuables lors des manifestations anti-Charlie. Ces actes qui avoisinent l'insurrection ne sauraient être imputés aux droits constitutionnels du citoyen, encore moins à la religion musulmane. Présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime ses compassions à l'endroit de la communauté chrétienne. Regrette les mépris affichés et exposés de l'opposition politique vis-à-vis du peuple nigérien en organisant sans autorisation 24 heures seulement après que le Niger ait perdu 10 de ses enfants et au moment même où la nation pleure ses fils. Cela prouve à suffisance combien l'opposition n'a aucune considération pour la vie des Nigériens. Aussi, en poussant loin leur intention d'instabiliser le pays, elle cherche à discréditer la plus haute juridiction de ces pays, à savoir la Cour constitutionnelle. Par ses attaques à la famille de la présidente de la dite Cour, l'opposition s'y rabaisse plus bas que terre et prouve ses limites morales. Au vu de la situation actuelle de la nation, nous rappelons au président de la République, chef de l'État, les conseils avisés à lui adressés par une personnalité publique lors de son investiture sur ses proches et conseillers. Nous lui demandons par la même occasion de faire sien l'invocation qui dit « Dieu préserve-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Surtout quand on sait que certains ballaudeurs dans son entourage sont là, non pas pour l'aider dans sa mission, mais plutôt pour leurs intérêts. Et pour s'en convaincre, il suffit de revisiter leur passé. Soutiennent fermement les hommes des médias dans leur lutte pour la liberté de la presse et leur demande de continuer sur la même longueur d'onde. Lance un appel à tous les Nigériens en général et à la jeunesse en particulier de se mobiliser pour la défense de leurs droits dans l'union et la préservation de la paix. Le comité directeur de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger a animé un point de presse cet après-midi au centre technique Kalmaharo de Niamey. Dans celle-ci, donc, il fait part des mots qui minent l'UEPTN et l'USN en général. Je propose de suivre un extrait avec Boubacar Issoufou, secrétaire général de l'UEPTN. Je vous rappelle cela, camarades. Dans cette même salle, nous avons eu à prendre des engagements ici que nous avons donné un ultimatum aux autorités que si le mardi passé, il n'y a pas de négociation avec la section UEPTN, nous allons nous donner les moyens qu'il faut pour que les justes et légitimes revendications de notre base soient respectées. Et chose qui a amené les autorités à nous appeler dès le lundi pour une négociation responsable.
que nous avons commencé avec le ministère des Enseignements supérieurs et vu l'allure des négociations que nous allons finaliser demain soir, j'ai aimé, pour dire que nous avons aimé la responsabilité de ceux-là qui étaient présents aux négociations. Et je vous informe, camarades, les acquis que l'IEPTN a eu à ces négociations, l'IEPTN n'a jamais eu ça. Même au niveau de l'enseignement professionnel qui nous a construit un siège parce que c'est le nouveau moyen. Donc, pour vous dire, dès demain, nous allons amender le document final et nous allons vous appeler pour vous dire voilà ce que nous avons arrêté avec le ministère des Enseignements supérieurs. Donc, camarades, et je vous informe aussi que nous avons pris les clés de notre siège où les travaux ont fini à Kwarakano. Beaucoup d'entre vous ont vu le siège. C'est pas dans l'histoire de l'ISN, je peux le dire et je le dirai. Personne, même le comité directeur, n'a une fois eu un siège. C'est la conférence nationale qui a attribué un siège à l'ISN. Pour la première fois à l'ISN, une section a eu un siège. Pour revenir à la situation syndicale, je m'en vais directement à la question syndicale de Tawa, où quand nous étions dans cette salle, pour le dernier point de presse que nous avons animé, nous avons relevé un certain nombre de choses qui se passent à Tawa, que nous avons dit en tant que section, ce n'est pas normal. Et nous avons amené le comité directeur à revoir ce qu'ils sont en train de faire à Tawa. Mais ces choses qui nous ont amenés hier, pour venir vous dire sur la situation de l'IEPTN. Hier matin, il y avait quelques individus sans inscription qui ont dit qu'ils allaient venir au siège de l'ISN pour renouveler la section que vous vous êtes librement donnée. C'est-à-dire l'engagement que nous avons pris, l'engagement des sous-sections. Vous avez dit que voilà le mandat, voilà les hommes que vous avez placés pour diriger le comité exécutif de l'IEPTN. Un de nos camarades qui sont à l'hôpital, où jusqu'à preuve de contraire, ils ne savent pas s'ils sont entre la vie et la mort. Et c'est le moment de saluer le courage de ses camarades. Et c'est le moment de dire à ces individus qui animent ce comité directeur qu'ils le sachent que chaque fois que nous voulons faire nos sorties médiatiques, nous les avons fait au niveau du siège de l'ISN et nous continuerons à les faire au siège de l'ISN, quel que soit ce que cela allait nous coûter. La fondation suisse dénommée Fondation Hirondelle a initié ce matin à Niamey un atelier de restitution à l'endroit des médias de la capitale. L'atelier a porté sur la mission initiée par la Fondation au Niger en août 2014. Seyni Mekido Jibril et Issoufou Bourema. Sollicitée au Niger, la Fondation Hirondelle a pour principale mission de promouvoir et défendre le droit à l'information dans le monde. La présente rencontre avec les médias publics, privés, associatifs et communautaires vise à échanger avec ces derniers sur les voies et moyens favorisant son implantation au Niger. La rencontre vise aussi à restituer aux acteurs des médias nigériens les résultats de la mission exploratoire effectuée au Niger en août dernier, une mission qui a porté sur la situation financière, le professionnalisme dans la gestion des médias et entreprises de presse dans un contexte de décentralisation. De cet atelier, c'est de voir avec les partenaires et les gens du secteur des médias au Niger si la Fondation Hirondelle peut être utile au développement professionnel des médias, surtout dans la perspective de la décentralisation, du processus électoral qui commence, et au fond aussi dans le contexte régional, puisque la Fondation Hirondelle intervient au Mali, sans doute au Tchad, etc. Donc il y a sans doute quelque chose à faire ensemble. La Fondation Hirondelle est une organisation de journalistes qui viennent du service public, qui n'ont pas d'intérêt personnel autre que la confraternité. Et donc l'expérience que nous avons de travailler dans les zones fragiles nous a conduit ici à la demande d'un certain nombre de personnes au Niger. Donc on est venu là pour voir si on peut être utile. La mission, effectivement, a démontré qu'il y a un secteur médiatique qui est assez fragile, pour utiliser un mot pas trop fort,
qui a besoin effectivement de renforcement, notamment sur le plan financier, sur le plan professionnel, etc. Et qui aurait effectivement un besoin, probablement pour les citoyens, de médias plus forts, plus responsables, plus professionnels. Et si le constat est partagé, nous sommes prêts à aider avec un certain nombre de partenaires, notamment des partenaires financiers. Une fois les conditions favorisant son implantation réunies, la Fondation Hirondelle envisage de créer un studio de production plurimédia basé à Niamey et qui produirait des informations et des programmes factuels, équilibrés, impartiaux et professionnels. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management a procédé hier après-midi au lancement officiel des activités de la caravane d'études au titre de l'année 2014-2015. Une caravane qui permettra ainsi aux étudiants des différentes filières de visiter des entreprises, n'est-ce pas Samira Mamangaba? La présente cérémonie organisée par l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAP marque le lancement officiel de la caravane d'études initiée par la dite école pour l'année 2014-2015. Une caravane d'études qui va permettre aux étudiants de l'ECAM de visiter certaines sociétés et entreprises de la place grâce aux fruits de partenariat qui existent entre l'école et ces dernières. Cette caravane d'études vient s'ajouter à la kyrielle d'activités déjà réalisées par la jeune école ECAM. Nos ambitions pour cette école ne se limiteront pas à celle-là. Plusieurs autres activités sont à venir. C'est dire que nous apportons une innovation à l'enseignement professionnel au Niger. Nous prenons la qualité de l'enseignement et la rigueur dans le travail, d'où les choix sélectifs de nos enseignants. Le représentant des étudiants de l'ECAM a, au nom de ses camarades, salué l'initiative avant de remercier les différents partenaires. Cette cérémonie qui nous réunit ce soir est la preuve éloquente de ce que nous disons plus haut. C'est le lieu de remercier aussi tous ces partenaires qui ont cru en nous et qui nous accompagnent dans cette noble mission. Le président du Conseil national de la jeunesse présent à cette cérémonie s'est exprimé en ces termes. Pendant cette semaine de visites que vous aurez à faire, les visites dans les entreprises, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de vous donner de la matière. Parce que je l'ai dit il y a de cela quelques jours dans un institut, quand on est étudiant d'une école professionnelle, on n'a pas besoin de stage en fin de cursus parce que vous avez tout appris. C'est la pratique et la théorie en même temps. Donc je pense que c'est une originalité. Je le dis parce que je suis aussi fruit d'une école professionnelle. Donc ce n'est pas à moi de vous dire le contraire. Et aujourd'hui nous sommes en train de faire la fierté de notre pays. Créé en octobre dernier grâce à un groupe de jeunes Nigériens qui ont l'amour de leur pays afin de contribuer au développement du Niger dans le domaine de l'éducation. L'ECAM compte aujourd'hui plus de 400 étudiants et plus de 40 professeurs titulaires et vacataires. Le programme Paix à travers le développement PDF2 a procédé hier à Maradi à une remise de kits de menuiserie à 47 jeunes formés des arrondissements communaux 3 et 2 de la ville de Maradi. Une formation initiée par PDF2. Alzouma Seni Soumela pour le compte rendu. Programme régional entièrement financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID. Le programme Paix à travers le développement PDF2 a financé à Maradi une formation en menuiserie bois et métallique de 47 jeunes des arrondissements communaux 2 et 3 de la ville de Maradi. La présente cérémonie marque la fin de la formation et la remise symbolique des kits aux jeunes bénéficiaires. Au niveau de la commune 2 de Maradi, c'est 23 jeunes qui ont bénéficié de l'appui du PDF2, dont 13 en menuiserie métallique et 10 en menuiserie bois. Quant à la commune 3, l'appui a concerné 24 jeunes en menuiserie bois. Tous ces 47 jeunes à risque ont suivi d'abord une formation de 4 mois au centre privé de formation 3e millénaire, suivi d'un stage pratique de 2 mois dans des ateliers. Chacun de ces 47 jeunes recevra un kit complet pour la mise sur pied de sa propre entreprise.
C'est au total plus de 54 millions de francs CFA que le programme USAID PDV a injecté au niveau de ces deux communes de la ville de Maradi dans le but d'aider au développement de ces deux communes. La jeunesse est synonyme d'engagement et de créativité. Nous attendons de vous une gestion optimale de cet appui pour servir de bon exemple aux autres. Car c'est de cette façon que les jeunes ne feront plus partie des problèmes à résoudre, mais une des principales solutions aux problèmes de stabilité et de développement du pays. Pour les autorités municipales, cette remise de kits est une promesse tenue. Elles appellent par ailleurs les bénéficiaires à faire bon usage. La rencontre d'aujourd'hui marque la fin de cette formation et la confirmation de la promesse tenue par la remise de kits au profit des 47 jeunes formés. C'est le lieu et l'occasion de remercier PDV2 pour les multiples actions de développement qu'il ne cesse de réaliser au bénéfice de notre population en général et de notre jeunesse en particulier. Au nom de la population de ces deux arrondissements, le cadre de concertation salue l'action du PDV2 et les encourage à continuer dans le bon sens. Nous lançons un appel à tous les partenaires qui interviennent dans la ville de Maradi de lui emboîter le pas. Et enfin, nous demandons aux bénéficiaires de bien utiliser ces matériels qui seront remis à leur disposition. Intervenant dans 40 communes du Niger, le programme Paix à travers le développement PDV2 vise entre autres le renforcement de l'autonomisation des jeunes, l'amplification des voies modérées et le renforcement de la gouvernance locale. La Direction générale des douanes a organisé hier après-midi à l'hippodrome de Niamey une course hippique. Objectif, célébrer la journée internationale de la douane. Compte rendu Imasego. Cette course hippique, organisée par la Direction générale des douanes, s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant la journée internationale de la douane célébrée le 26 janvier de chaque année. Ainsi, une série de 4 courses était au programme, dont la première sur une distance de 1200 mètres a aligné sur la ligne de départ 6 chevaux. À l'issue de cette course, le cheval général de l'écurie Sonitrave occupe la deuxième place avec une somme de 30 000 francs et la première place revient au cheval Niger de l'écurie Gatroni avec une somme de 50 000 francs. La deuxième course, distante de 1400 mètres, a mis aux prises 12 chevaux. Au terme de cette course, c'est le cheval Sangami de l'honorable Sabi Maman qui arrive en troisième position avec une somme de 40 000 francs. La deuxième revient au cheval Balotelli avec une somme de 60 000 francs et la première place au cheval Chedi Kanka avec une somme de 100 000 francs. L'avant-dernière course sur une distance de 1600 mètres a opposé 8 chevaux. À l'issue de cette opposition, le cheval Rimbo occupe la troisième place avec une somme de 60 000 francs. La deuxième place au cheval Sahel avec une somme de 90 000 francs. Et la première place revient au cheval Mefarin Chiki avec une somme. Quatrième et dernière course étalée sur une distance de 2000 mètres a vu sur la ligne de départ 17 chevaux. Au terme de cette course, le cheval Dantesawa occupe la troisième place avec une somme de 120 000 francs. La deuxième au cheval PNDS et s'en sort avec une somme de 180 000 francs. Et la première place revient au cheval Tonnerre qui remporte ainsi une coupe plus une somme de 300 000 francs. Le colonel Adamou Zaroumé, membre du comité d'organisation, s'est du réjoui de cette course et a rappelé l'importance du thème retenu cette année. La mutualisation des moyens des unités douanières le long des frontières, et que ce soit de part et d'autre des frontières, que ce soit au niveau de notre pays que des autres pays. C'est aussi la mutualisation du renseignement. Il faut que la douane soit proactive, qu'elle ait suffisamment de renseignements sur les marchandises et sur les individus qui sont à destination de notre pays. Voilà un peu en résumé le thème de la journée. Bien entendu, ce thème nous interpelle tous au vu de tous les dangers qui nous assaillent au niveau de la bande sahélo-saharienne. Et nous pensons que ce thème, on a comme l'impression même que l'Organisation mondiale des douanes l'a choisi pour le Niger. Bien entendu, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Nous avons des postes juxtaposés qui sont en train d'être construits
notamment au niveau de Gaïa, au niveau de Torodi, pour que justement nous puissions travailler avec les douaniers de ces pays-là, et cela va s'étendre aux autres pays pour que nous puissions mutualiser les renseignements et avoir beaucoup plus de possibilités et être proactifs. Cette course hippique vient ainsi sanctionner la série de festivités entreprises dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la douane commémorée par la Direction générale des douanes. Et puis, comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal consacré au point de presse conjointement animé par Hamazada et Maître Marc Lebien. Un point de presse relatif à la décision de justice qui dit que Hamazada et ses camarades n'ont pas le droit d'ester en justice le président de la section désignée. Très bonne réception. Au revoir. Tout un tapage médiatique fait autour d'une information, d'un événement. Et cet événement, donc, c'est celui qui a trait au procès en interne dans la section MNZ Nassara de Dosso. Ainsi donc, courant la semaine dernière, une décision du tribunal, notamment de la Cour d'appel de Niamey, est tombée, qui a rendu un jugement. La teneur du jugement, vous la connaissez. On dit que Zad Mahamadou, Ben Ledoua et Bani Ali n'ont pas qualité pour en fait rester en justice dans le dossier qui était présenté devant le juge. De quoi s'agit-il exactement? Cette décision fait suite à une autre, qui est la suivante. En novembre 2014, donc dans la perspective des congrès, parce que comme vous savez, de part et d'autre, des congrès étaient organisés, et préparés et organisés. Et pour aller à un congrès, il faut renouveler les structures en se conformant aux dispositions des textes. Donc jusqu'à cette date, on avait les mêmes textes, on avait les mêmes obligations par rapport aux procédures de renouvellement ou de préparation des congrès. La section de Dosso avait une situation particulière. C'était la seule section qui n'avait pas de bureau de façon formelle. Qu'est-ce à dire? Depuis 2010, la section de Dosso n'est pas arrivée à organiser une conférence régionale, qui est l'instance qui organise le renouvellement des structures au niveau d'une région, qui met en place un bureau régional et qui désigne les délégués d'une section, ou c'est-à-dire d'une région, au congrès. Parce que on était en train de préparer les élections de 2011. Et comme on a eu à le redire, les délégués à la conférence étaient séparés sans avoir achevé la tâche. Parce qu'à l'époque, c'était l'honorable Aman Haroumi qui était président de la section, au niveau de l'OGA, président de la coordination, Massani Koroné à Douchi, moi à Dosso, Bagui à Gaïa et Beledou dans le Boboy. Donc on s'est séparés, on n'a pas pu mettre en place un bureau, on se suit bien. Donc la section de Dosso n'avait pas de bureau présidé par une personnalité bien désignée. On allait au congrès. Avant le congrès, déjà lui, le Sœur Hamani s'était retiré. Plus tard, Masseli Doudouchi est parti. Donc il ne restait plus que 3 coordinations. Les coordinations chapeautent les départements. À l'époque, on avait 5 départements dans la région de Dosso. Il ne restait que 3 coordinations, ou 3 présidents de coordination. L'honorable Bagui Halidou, l'honorable Beledoua et moi-même. Pour régler le problème, à l'époque, un président de section a été désigné, mais non élu, c'est-à-dire nommé par un papier. Dans la forme, ce n'était pas régulier. Dans le fond, peut-être que les gens voulaient s'en accommoder le temps qu'une autre conférence régionale s'organise et mette en place une structure telle que les textes le prescrivent. Cela n'a pas été fait depuis 2010. Et voilà que nous allons à un ou à des congrès. Il fallait donc faire les choses de façon régulière. Dans l'entretemps, nous trois, compte tenu de la situation que vous connaissez, puisque c'est ça le vrai problème, c'est ça le problème de fond, nous avons appris que de l'autre côté, on était en train de mettre en place des bureaux à la base, dans les quartiers, dans les villages, chez moi à Dosso,
dans le bobo chez Belledoua, à Gaïa, ces choses, sans passer par nous. C'est-à-dire sans se conformer aux prescriptions des textes, les statuts, le règlement intérieur, ainsi de suite. Nous avons pensé que le moment viendrait pour que nous nous retrouvions et pour que, dans le respect des textes et des uns et des autres, nous trouvions un modus vivendi. Cela n'a pas été le cas et le jour passé. Mais comme les congrès s'avançaient s'appointaient à l'horizon, c'est que malheureusement, comme vous le savez, on allait nous se cacher, on n'allait pas au même congrès, nous avons jugé utile de saisir le juge, donc la juridiction de Dosso, parce que tout ce temps que nous étions, l'honorable Belledoua, l'honorable Bagui Halidou, moi-même et Lori, nous avons élu domicile à Dosso. Tous, à un moment ou l'autre, avons été élus député national au type de Dosso. On avait donc dans le dossier des secteurs de résidence de Dosso. On a domicile à Dosso. Pour être candidat, il faut avoir un secteur de résidence, il faut avoir élu domicile. Donc nous avons esté en justice devant le président du tribunal de Dosso. Qu'est-ce qu'on avait demandé au président du tribunal? On lui avait d'abord dit, voilà la situation de Dosso. Dosso n'a pas de bureau de façon formelle. Le parti organise un congrès. Pour aller à un congrès, il faut renouveler les structures. Et voilà que les structures sont en train de renouveler, et même chez nous, sans passer par nous. En fait, chacun voulait tirer la couverture de son côté. Quête de légitimité ou de légalité. C'est ça le vrai problème, encore et encore. Donc de ce fait, on a dit au président du tribunal qu'il fallait qu'il nous dise comment nous devons faire. Parce que nous ne voulions pas aller avec des qualités que nous n'avions pas. Mais nous demeurions et nous restions présidents des différentes coordinations, donc les structures au niveau des départements. Donc on a saisi tous les documents qui prouvaient que nous étions présidents des coordinations et le papier par lequel l'autre a été nommé mais pas élu et tous les textes du parti. Le juge a dit de droit. Il a dit que M. Mozoulou n'avait pas qualité de président de section et qu'il n'avait pas qualité pour renouveler les structures. Pour le renouveler, il y avait les textes et tous ces éléments avaient été versés au dossier. Donc, à l'issue de la décision, on nous a dit donc qu'il n'avait pas qualité. Pour nous, on était satisfaits. Parce qu'on voulait une conférence en bonne et due forme. De l'autre côté, nous sommes allés quelque part pour une conférence générale sans le titre et sans que les conditions ne soient remplies. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, 3 présidents de coordination, en tant que président de coordination, donc vice-président de droit de la section, on s'est réunis en conférence régionale extraordinaire pour désigner un intérimaire, pas un peu, parce que c'est la conférence régionale élective qui désigne un président de section. Pour qu'à notre essai, on désigne l'un d'entre nous qui conduise la délégation de la région au congrès du MNSI. Donc, nous sommes en tout cas, nous avons tenu à ne pas violer les textes. Donc, nous sommes allés au congrès sans avoir installé, c'est parce qu'on n'avait pas qualité à le faire. Mais en tant que vice-président, on a organisé une conférence régionale extraordinaire pour désigner un intérimaire qui a conduit la délégation, et c'était moi. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, tu te mets devant pour conduire les délégués au congrès du MNSI. C'est comme ça que nous sommes allés au congrès du MNSI sans avoir volé le texte. Cette deuxième décision fait suite à un appel qu'ils ont interjeté au niveau de la cour d'appel de Niamey. Et que dit la décision du juge? Le juge a dit que M. Zed Mahamadou, M. Bagui Halidou et M. Belledoua n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Vous comprenez bien? Zed Mahamadou, Bagui Halidou et Belledoua n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Ce n'est pas faux. En fait, nous avons esté justice en tant que président de coordination. Et selon les textes du MNSI, avant le congrès, il n'y a que le secrétaire général qui est en justice. Une coordination n'a pas de personnalité juridique. Donc il y a déjà un vice à la forme. Donc il n'a pas dit que nous ne sommes pas militants du MNSI, il n'a pas dit que nous ne sommes pas présidents de coordination, parce que ça c'est une affaire interne au parti. Le juge a jugé selon la forme. À la forme, les trois n'ont pas qualité. Donc, pour avoir la qualité, il faut remplir les conditions. C'est tout. Nous avons entendu tout. Moi, je vous dis très sincèrement, jusqu'à ce matin, je ne voulais pas dire un mot. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Et vous savez ce que nous vivons en ce moment. Chacun clame haut et fort qu'il a la légalité. Chacun dit qu'il a la légitimité. Mais je vous dis, moi, je suis entré à Niamey à 1h du matin. Vous pouvez le dire à Dosso, j'ai fait le truc de village, je vais voir les gens, je suis toujours avec les gens. Pour moi, c'est ça le terrain, c'est ça la légitimité. Et
La légitimité, on ne la connaît que le jour des élections. La légalité, c'est le texte. Le juge juge. Nous n'avons pas à apprécier le travail des juges. Mais le juge ne dit que le droit. Entre ce que le juge dit et ce que les uns et les autres donnent comme interprétation, ma foi, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Donc nous avons tout entendu. Finalement, c'est pour faire croire ou laisser entendre que nous sommes exclus. Ils ont le MNSD, ils ont la section. Mais on a le temps. On appréciera le moment venu. Le type ne proclame pas cette tigritude. Il avait quand même tenu à violer à partir de cette décision parce que dans son village, il a organisé une conférence régionale. Et hier, comme je vous dis, je suis rentré ce matin à 1h du matin, je suis rentré dans la ville de Dosso. Il m'a été rapporté qu'à son domicile, il a organisé une conférence régionale avec ce titre. Moi, ce que je ne veux pas me faire parce que je ne veux pas qu'on me prenne en porte-à-faux par rapport au texte. Pour moi, même le texte du parti, c'est le texte à respecter. Si on veut avoir raison, si on veut toujours être dans son droit. Et troisièmement, pour notre part, nous n'avons pas, parce qu'eux, ils ont violé le texte. Nous allons, c'est maintenant que nous allons organiser une conférence régionale dans le respect de nos textes pour maintenant mettre formellement. Nous avons fait exactement ce que le juge nous a demandé, ce que les textes recommandent, et nous sommes allés à un congrès. Là, c'est vous la connaissez. Donc, nous ne tenons pas à être pris à défaut. Ils peuvent le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous ne savons pas le faire. Et la politique, je continue à le dire, c'est le terrain. Nous allons nous battre pour que le MNSD ait sa place dans le contexte politique du moment et sa place sur l'échiquier politique national. Et Inch'Allah, nous allons gagner. Qu'à la demande de M. Mahamadou Zada Bello Douaï Ali Badje, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que cette décision de la Cour d'appel. M. Zada vous a expliqué le contexte dans lequel l'action avait été engagée. Nous avons saisi un juge des référés à Dosso avant l'organisation du congrès pour dire que monsieur Lawali Amadou Meizumbu ne pouvait se targuer de la qualité de président de la conférence régionale parce qu'il n'en avait pas le titre et la qualité. D'une part, parce que son nom en tant que dirigeant de la conférence, président de la conférence régionale, n'avait pas fait l'objet de dépôt au niveau du ministère de l'Intérieur ou des services décentralisés, et que d'autre part, il ne pouvait savoir cette qualité car il n'a pas été élu. Devant la vacance de ces organes et en vue de la préparation du congrès du MNSD, les sieurs Mahamadou Zada Bello Douaï Ali Badje ont donc saisi le juge de référé pour leur faire interdiction de se présenter en qualité de président. C'est tout. Le juge a fait droit à la décision. Il a dit que M. Amadou Lawali Meizumbu n'avait pas la qualité de président et qu'il lui interdisait donc de se parler en cette qualité jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice au fond. C'est tout. Entre-temps, ils ont fait appel de cette décision. Mais, dans l'entretemps, il y a eu un congrès du MNSD. Lequel congrès dont les travaux ont été déposés au ministère de l'Intérieur, et vous savez parfaitement qu'ils ont été agréés. Par conséquent, l'objet pour lequel on avait saisi le juge des référés a disparu. Puisque, entre-temps, M. Zada est arrivé en qualité de président intérimaire de la conférence de Dosso. Les travaux lui ont conféré le titre et ont été agréés au niveau du ministère de l'Intérieur. Il reste donc le seul dont le nom est légalement déposé au niveau du ministère. Par conséquent, la décision de la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand M. Zada avait engagé l'action au niveau du Dosso, il l'avait faite en qualité de président de la coordination départementale. Or, en droit, seul le MNSD a la personnalité juridique. Les sections n'ont pas de personnalité.
elles ne peuvent pas aller en justice. Seul le MNSD peut aller en justice par l'intermédiaire de son secrétaire général. C'est tout ce que le juge de la Cour d'appel a dit. Et comme il l'a dit, les juges ont dit vrai. Mais entre-temps, l'objet même de la décision a disparu. Donc, il n'y a aucune situation ou événement que cette décision puisse aujourd'hui affecter, puisque l'objet pour lequel elle avait été saisie a été résolu par le Congrès, que le Congrès, les travaux de ce Congrès sont déposés au ministère et que le ministère les a agréés. Par conséquent, M. Zada, aujourd'hui, a officiellement, légalement, le titre de président intérimaire et je pense que dans les tout prochains jours, il organisera une réunion au niveau de la conférence régionale de Dosso et qu'ils mettront les structures définitives en place selon les textes du MNSD, c'est-à-dire selon les élections. Donc, par conséquent, cette situation exploitée médiatiquement est un non-événement en droit, puisqu'il n'y a aucune conséquence que la décision judiciaire emporte qui n'ait été résolue par les congrès qui a été reconnu par le ministère. Donc, il fallait arrêter toute cette polémique et toutes les interprétations tendancieuses. Et je pense que M. Zada m'a demandé en droit d'expliquer quelles sont les conséquences de cette décision.